Bonjour et bienvenue une fois de plus à Atelier pour un très petit épisode où je propose de reprendre le concept de la minute de folie, Mad Minute, que j'avais conçu spécialement pour des fusils réglementaires monocoup à cartouche métallique. Le concept d'origine, c'était simplement de tester pour voir s'il y avait une différence fondamentale dans ces armes de première génération cartouches métalliques entre les fusils à verrou que nous savons ont pris le dessus et tous les autres systèmes qui existaient en parallèle. Donc tout ce qui était bloc tombant, bloc pivotant, des blocs rotatifs. Et ma théorie, c'était qu'en fait, le choix entre tous les systèmes n'était pas si évident. On sait bien sûr que le fusil à verrou a survécu au développement, mais ça, je pense que c'est plutôt puisqu'ils sont plus facilement adaptables à un système de répétition, et non pas grâce à un avantage mécanique particulier comparé aux autres. Si on considère simplement le système de base. Et pour le test d'origine, j'avais le fusil gras, simplement parce que c'est un fusil à verrou robuste, avec un éjecteur très important. Et de l'autre côté, j'avais le fusil Comblin, que je maintiens et est le plus rapide de tous les autres systèmes. Et donc le test s'est déroulé, il n'y avait pas vraiment trop de différence entre les deux, mais j'avais aussi indiqué que j'avais un fusil Werder, donc Blitzgewehr, le fusil éclair, qui a une réputation d'être très très rapide. Et donc il y avait dans les commentaires beaucoup de gens qui ont dit mais pourquoi est-ce que tu n'as pas utilisé celui-là au lieu du Comblin? Et donc voilà, maintenant qu'il marche parfaitement, j'ai dû changer le ressort principal qui a fendu et j'ai dû m'assurer que les munitions chambrent et que les étuis extraient proprement, puisque là je vais aller assez rapidement et je veux que tout fonctionne impeccable. Et c'est tout bon. Alors, la vidéo d'origine, je la mets à la fin de cette vidéo, mais juste pour expliquer le principe, il s'agit donc d'avoir 1 minute pour tirer le plus de coups sur une cible. Je vais essayer plus ou moins de reprendre le style de tir de l'époque, c'est-à-dire je vais charger depuis une cartouchière sur la hanche, et à la fin de chaque coup, je vais baisser le fusil pour recharger, et ensuite épauler à nouveau. Donc je ne vais pas le garder à l'épaule, bien que je pourrais avec celui-ci, au contraire du Comblin ou du Gras, où je prendrais soin un étui dans la figure ou le chien du verrou. Mais ici, en fait, on peut armer, tirer, éjecter, et en fait, la trajectoire d'éjection est plutôt vers l'avant. Donc je pourrais théoriquement tout faire en gardant l'arme à l'épaule, mais je pense que ça serait de la triche comparé à l'autre de la première de la série. Alors, voyons voir comment ça s'est passé. Et voilà, donc 10 coups seulement. Je dis seulement puisque dans ma tête, j'avais tiré beaucoup plus lorsque je l'ai fait. Ensuite, j'ai compté mes étuis et puis voilà, seulement 10. On peut se poser la question si j'aurais pu réussir à tirer ce 11e coup si j'avais pas eu ce problème bizarre pour sortir la première cartouche de la cartouchière.
aucune idée de ce qui s'est passé, il n'y avait rien pour l'empêcher de sortir. Par contre, je suis sûr qu'un soldat de l'époque aurait réussi ce 11e coup, bien entraîné, peut-être même 12. Je sais que Rob de British Muzzleloaders, lui, a réussi 12 coups. Il a répondu à mon défi, je lui avais défié de tirer 12 coups au minimum, et il a réussi le bougre. J'attends d'ailleurs qu'il publie sa vidéo là-dessus. Donc, par contre, ce que j'ai constaté, c'est que l'effet sur cible était vraiment médiocre. Mais ça vient de moi, puisque j'ai tiré avec le fusil après, simplement, lentement, assis, sur appui, il n'y avait aucun problème. Et en regardant la vidéo, je pense que j'ai trouvé l'une des raisons pour ce manque de précision. Et c'est lié, en fait, au mouvement qu'il faut faire pour extraire les cartouches. Donc, une fois le coup parti, on a tendance tout de suite à vouloir extraire la cartouche. Et donc, lors de ce mouvement, en fait, il y a tout l'épaule. Il y a l'épaule qui bouge avec le bras. Et bien sûr, le fusil bouge avec. Donc, si j'extrais extrêmement finement, sont comme ça, il y a toute l'arme qui bouge. Donc, ce serait une question de discipline et d'entraînement pour essayer de minimiser ces mouvements. On peut se poser la question, tout simplement, s'il y avait un exercice de ce genre à l'époque, ce que je doute fortement, parce que les munitions c'est cher. Et si une telle situation avait eu lieu sur les champs de bataille, ça aurait été dû à une urgence où l'ennemi était très proche. Donc là, on peut se poser la question si vraiment on cherche de faire un groupe comme ça lors d'une urgence sur le champ de bataille. Bref, ce sera quelque chose peut-être à entraîner. Mais fondamentalement, l'arme elle-même n'est pas plus rapide que les autres. Donc je pense que cette réputation d'être ce fusil éclair est peut-être un petit peu exagérée. Bien sûr, si on compare aux contemporains, surtout lors de la guerre franco-prussienne, donc vis-à-vis le fusil à aiguille Dreise et le chasse-peau, bien sûr que ça c'est plus rapide. D'ailleurs, je vais aussi faire la même chose avec le Dreise et le chasse-peau, juste pour voir justement une comparaison entre celui-ci et cela, et peut-être que c'est de là que vient cette réputation de fusil éclair. Enfin, merci pour avoir regardé cet épisode, j'espère que vous êtes bien amusés, bien ri de mes efforts, et puis je vous retrouve très prochainement à nouveau ici dans l'atelier et au stand. Et avant de partir, j'ai oublié de mentionner que si vous êtes passionné par cette arme ou simplement curieux, j'ai inclus 2 liens dans la description à 2 vidéos que j'ai faites justement sur ce fusil. Premièrement, une vidéo un peu plus générique sur l'historique de l'arme, et ensuite un autre qui va vraiment en détail sur le module du mécanisme qui est vraiment magnifique. Donc voilà, si ça vous intrigue, allez voir les 2 vidéos. Ciao!